sans détour avec Élisane Pellerin. Bonjour, bienvenue à Sans détour. Cette semaine, on commence l'émission avec Maxime Gagnon, qui est président directeur général chez Altergo, pour parler du défi sportif d'Altergo qui commencera en avril. On parle par la suite avec Mélodie Courtois du projet Pas de bâton dans les roues. Et on s'entretient avec Marie Ayotte, qui est directrice générale et co-directrice artistique du Théâtre Déchaîné. Bonne émission. Bonjour tout le monde, bienvenue à Sans détour. On commence l'émission avec Maxime Gagnon, président directeur général de Altergo, pour nous parler du défi sportif d'Altergo qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Bonjour Monsieur Gagnon. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien vous-même? Très bien, merci. Déjà des papillons à ce temps-ci de l'année, mais ça va bien. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein? C'est quelque chose qui revient d'année en année maintenant. Il y a des défi Altergo et ça s'en vient pour vous là, dans les prochaines semaines. Vous êtes déjà en préparation, j'imagine. Oui, on est déjà en préparation. Ça regarde bien. On va avoir une belle édition cette année. Nos athlètes vont commencer à compétitionner un petit peu plus tôt, une journée plus tôt cette année, donc à partir du 23 avril et ce jusqu'au 3 mai. Alors, ce sont les dates officielles du défi sportif cette année, du 23 avril au 3 mai. Ce sont les compétitions qui vont avoir lieu un peu partout à Montréal, sur la rive sud de Montréal aussi, pour des compétitions en différents sports. Rappelez-nous l'histoire du défi sportif Altergo. Ça vient d'où cette idée-là? Le défi sportif Altergo est né d'une dame qui s'appelle Monique Lefebvre, qui est née de deux parents qui avaient des limitations fonctionnelles. Elle voulait faire des jeux qui permettaient d'avoir une image positive de la personne handicapée. Et de là est né le défi sportif. Donc, on a eu plusieurs éditions qui ont eu lieu au niveau plus local un peu. Par la suite, le niveau national a embarqué. Et maintenant, on a le niveau international qui est avec nous. Donc, c'est intéressant comme événement. On est à quelle édition pour 2026? On est à la 42e édition du défi sportif Altergo. Quand même. Et vous l'avez dit, donc maintenant, c'est international. Vous êtes reconnu là, chez Altergo pour votre défi sportif. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qu'il y a d'unique, votre défi sportif, pour qu'il soit tant attendu, même au niveau international? Je vous dirais que la particularité, c'est qu'on regroupe tous les types de limitations fonctionnelles sous un même toit. Comparativement aux Jeux paralympiques qui ont lieu présentement, qui est plus la déficience physique, oui. Il y a les Olympiques spéciaux qui, eux, souvent, c'est dédié pour les gens qui ont la déficience intellectuelle. Nous, on va regrouper la déficience auditive, on va regrouper la santé mentale. Donc, c'est toute cette force-là de tout le monde sur un même toit. Mais sur une compétition d'athlétisme, on va avoir une première vague qui peut être des marchettes. La deuxième vague, ça peut être des jeunes qui ont une déficience intellectuelle. La troisième vague, ça peut être des jeunes qui ont une limitation visuelle. Mais chacun court contre son handicap. Mais à la fin de la compétition, tout le monde se regroupe ensemble, donc on est bien content. Le but, en fait, et vous l'avez dit il y a quelques secondes de ça, le but, c'est de donner une image positive, mais c'est aussi de permettre une socialisation, une rencontre entre les différents handicaps et même avec des personnes, évidemment, qui n'ont pas d'handicap. Le but, c'est de permettre une rencontre et de bouger ensemble. C'est exact. Puis, d'arriver sur une ligne, tu sais, souvent, on va aller au centre de réadaptation. Un jeune qui fait le sport scolaire va aller là, puis à un moment donné, il est tout seul au centre de réadaptation, qui se promène en marchette. Puis il va à l'école, il est tout seul, qui est en marchette. Mais il va arriver au défi sportif, puis il peut avoir 2-3 vagues de jeunes qui ont des gens qui sont en marchette. Donc à ce moment-là, pour ce jeune-là, il voit qu'il n'est pas tout seul,
qu'il y a des possibilités d'avoir des amis, qu'il y a des possibilités d'avoir un réseau qui se fait entre les parents aussi. Souvent, ils vont se parler dans les estrades. Donc, c'est la particularité de la chose. Puis ces jeunes-là, ben, éventuellement, voient aussi qu'ils peuvent aller plus haut. On a une compétition de boccia où sur un même terrain, sur un même gymnase, on a la compétition scolaire, on a la compétition nationale et on a la compétition internationale. Donc, pour nous, un jeune, de voir qu'il peut grandir puis qu'il peut éventuellement représenter son pays, c'est intéressant. Puis quand les pays viennent chez nous au Canada puis voient les jeunes, le nombre de jeunes qu'on a, ben ils trouvent ça intéressant. Puis de voir que le Canada va être fort tout à l'heure, c'est intéressant. C'est intéressant pour le niveau de compétition aussi. Vous le dites bien. Entre autres, au niveau de la boccia, vous avez les meilleurs joueurs au monde, littéralement, là, qui s'affrontent à votre défi, là, qui sont, entre autres, les Canadiens en boccia sont souvent classés comme étant les meilleurs au monde. Là. C'est exact. Donc, on va avoir une compétition qui devrait regrouper environ une vingtaine de pays. C'est une compétition qu'on a depuis plusieurs années. L'an passé, on avait pris une pause. On n'avait pas accès à des sites de compétition. Cette année, là, on a signé pour 3 ans avec la Fédération internationale, donc c'est intéressant. Et entre-temps, ben, c'est sûr qu'on a notre compétition de curling, notre championnat canadien. C'est la 2e année qu'on va recevoir le championnat canadien, donc on est intéressé. Puis éventuellement, peut-être, on recevra les championnats du monde de curling. C'est ce qu'on aimerait aussi. C'est un projet vous êtes en discussion pour les prochaines années, c'est ce que je comprends? C'est en plein ça. On est tout le temps à travailler un peu à l'avance. Présentement, on regarde pour aller faire du démarchage aussi dans le cadre des Jeux de Los Angeles pour aller essayer d'approcher d'autres fédérations ou d'autres pays qui ne sont pas à notre compétition, d'essayer de les approcher. C'est ce qu'on essaye de faire. On a le Power Chair Soccer qui est pour un sport pour les gens qui sont plus lourdement handicapés. Oui. Ça se joue à l'intérieur, c'est rapide. Puis avec la fédération, eux, malheureusement, ne sont pas aux Jeux paralympiques, mais on travaille avec la Fédération internationale, puis on essaie d'avoir d'année en année de plus de pays qui viennent chez nous. Cette année, on va avoir de la web diffusion avec une compagnie américaine. C'est un gros circuit aux États-Unis qui est très fort. Puis eux, ils ont décidé de web diffuser notre tournoi. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est une belle vitrine pour le défi sportif à ce moment-là aussi. Donc, on se reparle là, pour les scoops que vous auriez pour les prochaines années. Mais pour ce qui est de cette année, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Vous avez parlé de la boccia qui revient après une année d'absence. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? On va avoir du rugby en fauteuil roulant féminin seulement. Donc, cette année, on va avoir une compétition de rugby où ce sont que les femmes qui vont être mises de l'avant. C'est un circuit qui se développe de plus en plus. Et c'est une demande, donc nous, on est tout le temps à l'affût de vouloir faire progresser les sports. Donc, rugby féminin va être intéressant à voir. On a du curling pour les personnes sourdes aussi, c'est une nouveauté cette année que le curling soit présent. Donc, on est bien content. On a toujours notre classique Chantal Petitlair pour les gens qui font de l'athlétisme, tant sur piste que sur pelouse. Donc, cette classique-là va avoir lieu le samedi 25 avril. Ensuite de ça, je vous dirais qu'on a le mini-marathon qui revient au Parc Jarry. Ça, c'est intéressant parce que c'est un beau circuit qui vient d'être fait par la Ville de Montréal. Donc, on va utiliser ce nouveau circuit-là et les jeunes vont parcourir différentes distances dans un environnement sécuritaire. Et c'est quand même pas loin de 1000 jeunes qu'on devrait attendre cette année dans le cadre du mini-marathon. Oui, c'est quand même beaucoup, là. Et combien d'athlètes vous attendez en tout? On aimerait atteindre le plus de 6000 athlètes. 6000, c'est sûr, mais plus de 6000. C'est quand même l'événement multisport le plus grand au Canada, donc on est bien fiers de ça. Quand on se compare aux Jeux du Canada, aux Jeux du Québec. Malheureusement, on est un événement qui est encore peu connu après tant d'années, mais on tente de faire le plus de promotion possible. Puis on sait qu'on va être pas loin des Jeux paralympiques, donc on espère surfer sur cette vague-là aussi, même si c'est les Jeux paralympiques d'hiver, là, que les gens aient encore un intérêt pour les sports, pour les personnes en limitation fonctionnelle. Mais j'ai l'impression, et corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression quand même que l'intérêt est grandissant. On en entendait très peu parler il y a quelques années du sport pour les personnes en situation de handicap. Oui, c'est sûr que les fédérations, tant provinciales, nationales, que les clubs locaux font beaucoup de promotion, beaucoup de recrutement, que ce soit dans les écoles, dans les centres de réadaptation, pour faire bouger ces jeunes-là, parce que malheureusement, lorsqu'on travaille avec des jeunes, encore maintenant en 2026,
Ces jeunes-là sont appelés soit à être gardiens de but, marquer les points ou aller à la bibliothèque, faire leurs travaux. Oui. Mais de plus en plus, nous, chez Altergo, entre autres, au Québec, on a un programme qui s'appelle Interactif. Dans les 3 dernières années, on a sensibilisé les professeurs dans les écoles régulières pour dire, écoutez, si jamais vous avez des gens qui ont une limitation, ben écoutez, voici différentes alternatives qui sont possibles pour inclure tout le monde à ce moment-là, puis que les gens qui n'ont pas de limitation puissent découvrir des nouveaux sports. On sait qu'il y a le basketball en fauteuil roulant où tout le monde peut jouer. Il y a le goalball pour les personnes qui ont un handicap visuel où tout le monde peut jouer à ce sport-là et le para-hockey. Donc, ces 3 sports-là sont de plus en plus inclusifs. Donc, c'est ce qui est intéressant pour ça. La boccia peut jouer aussi, mais les 3 sports où des athlètes non handicapés peuvent représenter leur province, non pas leur pays, ben, c'est intéressant pour des jeunes de jouer avec leurs amis ou quoi que ce soit à ces sports-là. En terminant, j'imagine que vous cherchez encore des bénévoles là, pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient intéressées. C'est sûr qu'on cherche toujours des bénévoles pour différents postes. À ce sens de l'année, on a de plus en plus du bénévolat corporatif qu'on appelle. Les compagnies s'engagent avec nous, c'est intéressant, c'est les blocs. Mais on cherche toujours des bénévoles, on cherche toujours des partenaires, des commanditaires. Rapidement, cette année, on a, pour la première fois, on a un défi sportif qui va avoir lieu en Colombie-Britannique. C'est la première fois, ça va s'appeler les One Ability Games. C'était un rêve que Monique et moi avions il y a environ une 12aine d'années, d'avoir des défis sportifs à travers le Canada. Donc, notre premier va être en Colombie-Britannique cette année. Il va débuter le 13 mai. Donc, les policiers de Montréal, qui, depuis plus de 12 ans, faisaient une levée de fonds pour nous à travers le Québec, bien, cette année, ils vont partir le 28 avril de Montréal pour se rendre à vélo en Colombie-Britannique. Oui, et être présents à l'ouverture le 13 mai. Donc, c'est leur objectif. Et ils ont un objectif de 1,5 million à recueillir. Donc, si les gens veulent donner des dons pour encourager nos policiers ou des commanditaires qui veulent s'associer à ce tour-là, et le défi sportif, éventuellement, on aimerait ça avoir des chapitres, si on veut, ou des compétitions tant dans les maritimes que d'autres places à travers le Québec, l'Ontario, à travers le Canada, soit l'Ontario ou Calgary. Donc, les défis sportifs, des petits à travers le Canada. Donc, j'imagine que pour avoir plus d'informations, on peut aller sur votre site Internet ou vous appeler si on est intéressé. C'est exact, défisportif.com, tout est là. Sinon, vous nous appelez puis ça va nous faire plaisir de vous répondre plus spécifiquement. Monsieur Gagnon, vous êtes PDG d'Altergo. On attend avec grand plaisir le défi sportif qui arrive à la fin du mois d'avril et on vous souhaite bonne continuité dans tout votre processus d'organisation. Merci de nous avoir donné la chance d'avoir pu parler de notre événement. De rien, ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous.
On s'entretient maintenant avec Mme Mélodie Courtois du projet Pas de bâton dans les roues. Bonjour, Mme Courtois. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Madame Courtois, commençons par dire que vous vivez avec Yel Taxi de Friedrich, qui est une condition particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi ressemble votre quotidien? Oui, en fait, le taxi de Friedrich, c'est une maladie rare, neuromusculaire dégénérative. En fait, c'est mes deux parents qui avaient un gène porteur, puis ensemble, ça a aidé moi. Oui. En fait, c'est de la frataxine qui est déficiente dans le cervelet. Donc, ça m'occasionne beaucoup de troubles, notamment des troubles d'équilibre, la force musculaire dans les jambes, les bras. Ça affecte l'élocution, ça affecte la fatigue générale, ça affecte beaucoup de choses. Il y a beaucoup de symptômes associés à cette maladie. Ceci étant dit, vous avez décidé d'en faire quelque chose de positif. Vous avez parti un projet qui s'appelle Pas de bâton dans les roues, où vous parlez un peu de votre quotidien là, pour démystifier un peu le handicap. Parlez-nous de votre projet. Oui, bien en fait, Pas de bâton dans les roues, c'est parce que je me dis, faut trouver un projet positif pour des personnes en situation de handicap, un projet qui pourrait encourager, motiver des gens. Puis, j'allais beaucoup en voyage, je faisais beaucoup d'activités. J'en fais encore, d'ailleurs. Oui. Mais je partageais quelques fois sur des groupes Facebook mes activités. J'en faisais des résumés. Puis, c'était vraiment, mais vraiment apprécié. J'avais beaucoup de likes, j'avais beaucoup de commentaires en privé aussi. Des gens à voir me demandaient mon avis et tout. Donc, un jour, j'ai dit, crime, je vais partir ma page, puis je vais donner des conseils, des renseignements aux gens pour faciliter leur cheminement à travers leurs activités de la vie courante. Et pourquoi avoir décidé de mettre ça de l'avant? Est-ce que vous sentiez que c'était un besoin qui manquait peut-être de représentation positive du handicap? En fait, j'ai toujours eu le besoin personnel d'aider les gens. Dans ma condition physique, c'est assez difficile de donner des coups de main, disons, manuellement. Oui. Sauf que je me suis dit, gars, je vais essayer d'aider les gens de toute façon, puis d'éclairer un peu le quotidien de chacun, parce que il y a beaucoup de solitude, beaucoup de stressation qui se dit chez des personnes en situation de handicap. Donc, je me suis dit, on va essayer de mettre un peu de lumière dans la vie des gens. Ce que j'entends aussi, c'est que vous avez misé sur vos forces. Si vous êtes, c'est plus difficile d'aider physiquement ou d'aider de façon manuelle, pour vous êtes dit que vous aviez une force, puis c'est celle d'être capable de raconter votre quotidien. Donc, vous avez misé sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses ou sur vos incapacités. Oui, en fait, j'ai jamais été le genre de personne à m'apitoyer sur mon sort. J'aime beaucoup voir le positif partout. Puis, je trouve que c'est une très bonne idée de partager ça aux gens.
Je trouve que c'est un côté bienveillant. Puis c'est tellement valorisant les commentaires des gens qui viennent me voir puis qui me disent mon Dieu, on a compris, tu nous as aidés, tu nous as aidés à aller de l'avant, puis tout. Ça c'est ma paye, disons-le comme ça. Vous en recevez beaucoup, donc des commentaires positifs des gens autour de vous. Vous avez une réception qui est positive de la part des gens. Oui, beaucoup. Oui, j'ai beaucoup de commentaires sous mes publications, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui m'écrivent en privé. Puis, tu sais, moi, j'écris beaucoup aussi. Je peux remettre des textes qui sont, disons, vibrants. Puis, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, mon Dieu, on ressent tellement les mêmes choses, où tu m'as fait comprendre comment la fille en situation de handicap, elle peut le vivre parce que c'est une personne non verbale, donc elle ne peut pas s'exprimer, mais vu que toi, tu l'as fait, je comprends ce qu'elle peut ressentir. Ça a été vraiment un commentaire magnifique. Mais il y en a beaucoup comme... il y en a qui m'ont dit merci. J'ai réussi à vaincre ma peur, puis j'y ai été, j'ai foncé, j'ai fait telle activité. Donc, il y en a qui me disent que on pensait pas que c'était possible. Oui, c'est possible. Donc, tu sais, j'aime ça... je trouve que c'est valorisant. Vous avez donc une force dans la transmission. Vous êtes bonne pour transmettre les choses et de transmettre une émotion également. J'essaie le plus possible, oui. Et vous dites que vous n'êtes pas une influenceuse. C'est quoi pour vous une influenceuse et pourquoi vous n'êtes pas? Bon, premièrement, je crois qu'une influenceuse, ça a tellement de followers, comme on veut dire. Puis, moi, je suis pas ça et je suis pas le genre de personne. C'est un petit peu négatif là, pour les influenceurs, mais moi, je fais pas une publication parce que j'ai pété ou je sais pas. J'essaie de montrer du contenu qualité. Pardon? Du contenu de qualité. Oui, en tout cas, j'essaie le plus possible. Donc, vous avez l'impression de faire ce que vous faites pour les bonnes raisons, finalement, puis d'être capable d'aider à travers cette plateforme-là. Oui, puis je sens que ma communauté est vraiment là. Je veux dire, c'est pas juste « Ah ouais, j'ai liké, puis that's it ». Non, ils me suivent vraiment, puis ils marquent des commentaires, puis si je suis pas là, ils me demandent où je suis, là. Et quels sont vos futurs projets pour 2026? Est-ce que vous avez des projets en cours ou des projets que vous aimeriez réaliser? Là, c'est sûr qu'il y a plein de conférences qui se placent ici et là. J'ai d'ailleurs 2 podcasts qui s'en viennent. Mais c'est pas des podcasts de moi, là. Je suis invitée à des podcasts. Ah oui, OK. J'essaie de planifier un voyage aussi. On est là-dedans. Donc, c'est sûr que ça va apporter à ma page. Donc, pour ceux qui seraient intéressés à vous suivre, votre page Facebook s'appelle Pas de bâton dans les roues et on peut y retrouver donc vos aventures au quotidien.
Et puis, donc, pour les gens qui sont intéressés, on vous retrouve là, plus particulièrement sur Facebook. Oui, c'est exactement ça. J'essaie de publier au moins 2 ou 3 fois par semaine. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne chance pour la suite du projet. Et merci de l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir aussi. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Vous écoutez Sans détour avec Élisane Pellerin. On rejoint par téléphone Mme Marie Ayotte, directrice générale et co-directrice artistique du Théâtre Déchaîné. Bonjour, Mme Ayotte. Bonjour. On a reçu il y a quelques semaines Audrey Desrosiers qui est venue nous parler de son projet Des mots par la fenêtre qui est fait avec vous, en fait, en collaboration avec le Théâtre Déchaîné. Et ça nous a donné envie d'en savoir plus sur le Théâtre Déchaîné. Qu'est-ce que le Théâtre Déchaîné? Le Théâtre Déchaîné, en réalité, est une compagnie de théâtre. On fait de la recherche, de la production et de la diffusion de théâtre professionnel, mais aussi des activités pour vraiment assurer que tout le monde puisse avoir accès au théâtre, parce que ce soit pour des questions de situation de handicap, mais aussi d'âge, de géographie, de situation familiale, de personnes incarcérées, analphabétisme. Il y a énormément de gens qui n'ont pas accès aux arts et de la culture, puis notre travail, c'est de faire que ça change. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est que c'était un besoin et vous avez réalisé que la culture était malheureusement présente pour un public plus privilégié. Exactement. C'est vraiment notre travail, c'est s'assurer que on a vraiment vu un besoin, autant pour moi-même, qui est une personne en situation de handicap, que pour plein de gens, l'art et la culture souvent pensent pas aux besoins d'énormément de personnes dites de la diversité fonctionnelle ou marginalisées. Puis vraiment, on voulait penser à ça au cœur même et dès le début de toutes les créations qu'on fait. Et ça fait combien de temps que ça existe, ce Théâtre Déchaîné? On va avoir 7 ans au mois d'août. Okay, donc, c'est quand même relativement nouveau. Et quel type de projet vous mettez en place? Est-ce que j'imagine que c'est important pour vous d'avoir des projets qui sont accessibles? Exactement. C'est la base de tous nos projets sont accessibles pour diverses communautés dépendantes des projets. Donc, on travaille pour des projets autant sur scène et en salle qui travaillent avec des personnes sourdes, aveugles, neuroatypiques, psychoatypiques en situation de handicap. Et on travaille dès le départ, on pense à comment on pourrait rendre nos œuvres accessibles. Donc, on a des spectacles qui soit sont en salle ou se promènent. On fait aussi du théâtre à distance parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le privilège de pouvoir se déplacer. Donc, on fait du théâtre par téléphone ou sur le web. Puis, on fait aussi des activités là, comme de loisirs et de création, ainsi que de la médiation culturelle là, pour assurer que tout le monde puisse créer et avoir accès à leur citoyenneté culturelle. Et est-ce que vous avez une idée, dans les 7 dernières années, le nombre de personnes que vous avez pu aider avec votre projet? C'est très drôle parce que je faisais ça juste avant notre rencontre. C'est ça que j'étais en train de calculer pour des rapports. C'était voulu. C'est en plus de 7000 qu'on a calculé aujourd'hui quand même. au cours des dernières années.
Donc, c'est quand même plus de 1000 personnes par année, ce qui est quand même beaucoup là pour une petite entreprise, un petit organisme, je devrais dire, comme la vôtre. Exactement, mais c'est sûr qu'on fait aussi des conférences, on fait beaucoup de sensibilisation et d'accompagnement pour que d'autres compagnies puissent aussi penser à l'accessibilité adéquatement, mais comme avec le théâtre téléphonique ou le fait qu'on fait des tournées un peu à travers le Québec dans des résidences et CHSLD avec certains de nos spectacles, fait qu'on touche quand même beaucoup de personnes dans une année. Et puis, quels sont vos plus grands projets? Quelle est votre plus belle réalisation? Il y en a tellement plein, mais je dois avouer que ce mois-ci, on va fêter le 1 an du guide en accessibilité créative. L'accessibilité créative, c'est vraiment la démarche de Théâtre déchaîné de penser l'accessibilité dès le départ et au cœur même de la création artistique et des activités. Et on a sorti un guide gratuit de 67 pages en mars dernier pour aider artistes, mais aussi organismes et autres à réfléchir comment adéquatement penser l'accessibilité et l'accès aux personnes de la diversité fonctionnelle en art. Est-ce que vous pensez que l'accessibilité, elle est pensée après? C'est-à-dire qu'on a une idée, on monte un spectacle et par la suite, on se demande comment il pourrait être accessible? C'est exactement ce qu'on a constaté et pourquoi Théâtre déchaîné existe. Habituellement, le processus est souvent, OK, on fait un spectacle, on le montre comme on veut, et à la fin, on va peut-être, dépendant, penser à mettre des interprètes LSQ, par exemple, ou des sous-titres. Et nous, notre fondement, c'est comment on peut le penser au départ, comment peut-être des sous-titres, par exemple, ou des surtitres peuvent devenir à la fois poétiques, comment de l'autodescription pour être entendu dans toute la salle, à la fois rendre ça accessible, mais aussi artistiquement aller ailleurs qu'on n'aurait jamais pensé sans ça. C'est vraiment à la base de notre travail. Mais oui, en effet, c'est une constatation qu'en ce moment, souvent, en culture, l'accessibilité est pensée trop à la fin. Est-ce que c'est par manque de ressources? Parce qu'on sait qu'en culture, les ressources sont quand même difficiles à obtenir. Ou est-ce que les gens sont pas assez sensibilisés et n'y pensent pas? C'est sûr que je ne vais pas minimiser le manque de ressources, mais notre constatation personnelle, c'est qu'il y a un manque de connaissances ou de prise en compte de qu'est-ce que ça pourrait dire et de toutes les possibilités que ça peut amener aussi d'un point de vue artistique. Mais c'est sûr que le manque de ressources, c'est difficile, on va vraiment pas le minimiser. Mais et de temps aussi, ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais je crois réellement qu'il y a un grand fondement sur le manque de connaissances, des possibilités, que c'est pas un fardeau, c'est pas lourd ajouter de l'accessibilité, c'est vraiment un magnifique moyen d'inclure des gens, mais aussi de créer de façon différente. Ce que vous dites, en fait, c'est que loin d'être un fardeau, c'est plutôt un potentiel de voir les choses autrement. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que, au niveau des ressources, j'imagine que vous-même, en tant qu'organisme, vous avez des besoins. Puis ces jours-ci, au niveau des organismes communautaires et de la culture, ça va pas très bien. Quelles sont vos sources de financement et quels sont vos besoins? Bien, c'est sûr qu'on travaille énormément fort. On est très privilégiés, je ne vais pas mentir qu'on est bien accompagnés, on est soutenu par diverses instances ministérielles et autres pour nous aider à remplir notre mandat, mais aussi on travaille extrêmement fort autant en philanthropie qu'en financement public auprès des fondations pour trouver les meilleures façons d'assurer que autant en salle, mais aussi sur scène, les artistes de la diversité fonctionnelle aient une place, qu'on pense à leurs besoins. Mais c'est sûr que c'est un travail constant. Je travaille des heures incroyables par semaine depuis plusieurs années, ainsi que toute mon équipe. Fait qu'on ne va pas minimiser à quel point ça prend du travail pour faire ça. Et est-ce que, justement, c'est pas une partie du problème dans l'optique où ça demande tellement de travail et que ça demande presque du travail, là, presque à temps plein, une personne presque à temps plein pour trouver des subventions et pour faire pour s'occuper des questions financières? Est-ce que ça vient pas, justement, nuire aux ressources qu'on pourrait mettre dans la création?
Oui, et bien sûr que ça en fait partie des enjeux parce que honnêtement, j'ai la chance de bien m'y connaître en subventions et autres. C'est sûr que ça l'aide mon métier, mais on fait une trentaine de demandes par année. On travaille extrêmement fort pour ça. C'est que oui, ça nuit parce que ça demande beaucoup de temps et pas tout le monde peut se permettre ça. Ça reste quand même tout le monde a des loyers à payer, tout ça. Fait que c'est sûr que ça n'aide pas le principe d'avoir plus d'art qui pense à l'accessibilité. Et j'imagine que si on s'y connaît pas en subvention, il va falloir trouver une façon de l'apprendre. Donc, même les gens qui sont des artistes, finalement, deviennent des administrateurs ou doivent faire des tâches administratives là, beaucoup plus que ce qu'ils voudraient, là. Je suis extrêmement d'accord. Être artiste au Québec, peu importe la situation, c'est être entrepreneur. Oui. C'est faire des demandes des subventions, c'est faire beaucoup de paperasse. Au moins 60% de notre métier, c'est de faire de la paperasse. Et c'est vrai que ça peut être lourd, puis des fois, on ne sait pas par où commencer. Je travaille d'ailleurs à faire on fait des formations avec Théâtre déchaîné, mais aussi ailleurs, pour essayer d'aider les artistes et d'imaginaliser, d'avoir plus accès à ça. Mais oui, c'est beaucoup de temps et ça demande beaucoup de mise, de temps et de ressources qu'on ne fait pas de la création, qu'on doit aller chercher. Oui. Du financement, puis des ressources, puis des lieux, puis des résidences, puis tout ça. Absolument, ça fait partie des gros enjeux. Est-ce que la culture est en crise en ce moment au Québec? Oui, on peut pas dire que non. La culture est en crise. Tu dis, la culture est toujours quelque chose de délaissé depuis des années et des années. C'est sûr que présentement, c'est particulièrement difficile. Il y a certains budgets qui ont été augmentés par certains conseils des arts, d'autres pas assez. Il y a l'inflation, il y a un manque de principe d'avoir un revenu stable pour les artistes. Bien sûr, c'est extrêmement difficile en ce moment. Certains organismes et autres réussissent à tirer leur épingle du jeu, mais on va pas faire semblant que c'est pas extrêmement difficile. Et comme citoyenne, citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est sûr que d'encourager les gouvernements et autres que c'est important. Ce n'est pas juste un plaisir à être en art, c'est pas juste un luxe, c'est pas juste un fun. C'est fondamental à notre société, c'est fondamental à notre accès, à notre bien-être, d'avoir accès à des arts et de la culture et de rappeler que c'est en effet pas frivole. On doit, comme société, comme citoyens et citoyennes, avoir accès aux arts pour être bien. On le réalise pas, mais que ce soit la télé, que ce soit la radio, que ce soit tout ça fait partie de comment on est des citoyens et citoyennes et c'est important de se rappeler à quel point ça doit faire partie des choses plus importantes que la santé et autres. Et je pense qu'on l'a vu pendant la COVID, quand il y avait quand même moins d'accès à la culture, les gens ont eu quand même des difficultés psychologiques, ont eu de l'isolement beaucoup. Et c'est entre autres à cause du manque d'accès à la culture. C'est exactement la culture. La culture nous permet d'avoir des contacts, des sentiments d'appartenance, de s'exprimer. Et beaucoup de choses qui sont liées directement avec notre bien-être et notre santé mentale. Donc, évidemment, l'accès à la culture et aussi briser l'isolement parce que être tous dans nos coins, c'est ça, la culture nous permet de nous rassembler, de parler. Il y a vraiment quelque chose de vraiment édifiant en tant que société de mettre la culture au centre et comme quelque chose de primordial. Et pour ceux et celles qui voudraient vous aider ou qui voudraient en savoir plus sur vos projets, j'imagine donc que vous avez un site Internet où on peut voir ce que vous faites en ce moment. Oui, on a un site web, Théâtre déchaîné avec un s.com. Aussi, on est rejoignable sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire. On est tout le temps là pour écouter, pour être là pour réfléchir à l'accessibilité en culture. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous, Madame Ayotte. Vous êtes directrice générale et co-directrice artistique du Théâtre déchaîné. Et merci pour votre travail pour l'accessibilité de la culture à des personnes qui ont besoin de votre travail pour avoir une différence dans leur vie. Ça fait sincèrement plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée.
On est maintenant de retour pour le dernier segment d'émission, la revue de presse. Et on commence avec une étude qui a été publiée en France qui parle des loisirs en ligne pour les personnes en situation de handicap. Quelles sont les options accessibles? 1,3 milliard de personnes sont en situation de handicap en ce moment. On parle d'environ 16% de la population mondiale. Évidemment, la population mondiale est aussi vieillissante, ce qui fait en sorte d'augmenter la population en situation de handicap. On parle de loisirs en ligne parce que, évidemment, dans les dernières années, ça s'est énormément développé. L'univers du numérique, par contre, n'est pas toujours accessible pour les personnes en situation de handicap. On parle de plateformes de divertissement, entre autres. Comme le streaming vidéo, comme le streaming audio, aussi divertissement à la demande. Donc, il y a encore du travail à faire là, pour ce qui est de l'accessibilité du numérique. Il faut retenir néanmoins que de plus en plus de plateformes de divertissement adoptent des politiques d'inclusion numérique. Ces plateformes figurent parmi les loisirs en ligne les plus accessibles. Par exemple, des plateformes de contenu vidéo qui proposent des sous-titres, de l'autodescription, du réglage de contraste, du réglage de la vitesse, par exemple. On parle donc de séries, de films, de documentaires, de vidéos éducatives qui peuvent être vus par des personnes en situation de handicap. Donc, sans être parfait, ça va de mieux en mieux parce que quand même, ces plateformes-là cherchent à avoir des personnes en situation de handicap dans leur clientèle parce que ils veulent forcément élargir au mieux leur clientèle. Donc, on parle également de jeux vidéo et de jeux d'argent en ligne. Les jeux d'argent en ligne sont évidemment de plus en plus accessibles et j'aimerais bien vous dire que c'est par souci et par sensibilité que ces jeux-là sont accessibles. Ce n'est pas le cas, évidemment, vous vous en doutez. C'est vraiment pour une question, encore une fois, je viens de le dire, d'avoir accès à la plus grande partie de la population possible dans l'optique d'augmenter les revenus. Par contre, ceci étant dit, ça donne quand même des plateformes de jeux en ligne qui sont de plus en plus accessibles pour les personnes en situation de handicap. On parle aussi des plateformes de loisirs en ligne pour les personnes en situation de handicap. Donc, on parle, oui, de jeux d'argent, mais on parle aussi de plateformes en ligne de jeux pour les personnes là, qui souhaitent se divertir. Évidemment, on peut parler longuement des pour et des contre de ce type de plateforme-là. Par contre, ça peut briser l'isolement là, lorsque c'est bien fait pour les personnes en situation de handicap, particulièrement pour des personnes qui, malheureusement, ont moins de sorties physiques de la maison. Pour des raisons d'handicap. Donc, ça peut être une façon pour ces personnes-là de se divertir. On parle aussi, et c'est peut-être quelque chose qu'on oublie, mais forcément, d'un côté, oui, les réseaux sociaux qui sont de plus en plus accessibles. Encore une fois, là, pour des questions d'auditoire et de clientèle, mais aussi d'apprentissage et de communauté en ligne. Il y a énormément de sites internet maintenant, de plateformes en ligne où les gens peuvent apprendre prendre différents cours, parfois gratuitement, pour apprendre différentes choses. Hein. Ça va vraiment de l'apprentissage plus académique à de l'apprentissage artistique. Il y a vraiment tout là, qui est offert sur ces plateformes-là. Et ça peut être une façon d'apprendre un emploi, de se perfectionner pour un métier. Ça peut être aussi une façon de se divertir et de prendre son temps à bon escient pour faire quelque chose de positif. Donc, au bout de la ligne, ce n'est pas parfait, disons-le. Cependant, c'est de mieux en mieux pour les plateformes en ligne au niveau du divertissement. Parlons maintenant, oui, du changement d'heure qui impacte la santé des personnes en situation d'handicap et particulièrement des personnes âgées. On sait qu'en Colombie-Britannique, d'ailleurs, on va changer d'heure. On a changé d'heure pour la dernière fois.
parce qu'on va conserver les heures d'été. Par contre, dans les autres provinces canadiennes, on est toujours sur un fonctionnement où on avance à l'heure d'été et on retourne à l'heure d'hiver, et ça peut ça fragilise les personnes, particulièrement les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Il y a des gens dont le métabolisme est plus sensible au changement d'heure, et on le voit dans les différentes statistiques. Il y a plus de problèmes cardiaques dans les jours qui suivent le changement d'heure. Il y a également plus d'accidents sur les routes dans les jours qui suivent le changement d'heure. Il y a plus d'AVC aussi, donc de problèmes neurologiques. Les métabolistes de certaines personnes réagissent beaucoup plus fortement au changement d'heure, et c'est le cas, entre autres, de personnes qui sont déjà fragilisées. Devrions-nous, oui, donc garder l'heure d'été en tout temps, comme a fait la Colombie-Britannique? Oui et non, parce que les experts nous rappellent que même si ça aurait moins d'impact sur le physique des personnes qui sont sensibles à ce changement d'heure-là, ben ça ferait en sorte aussi, par exemple, que des personnes, les travailleurs, mais aussi les enfants d'âge scolaire seraient obligés d'aller à l'école le matin dans la noirceur. Donc, ça peut causer d'autres types d'enjeux et des accidents, bien sûr. Donc, ça a des pour et ça a des contre. L'important, en fait, c'est de comprendre les impacts et d'en discuter avec des professionnels de la santé lorsque ça nous affecte pour voir les solutions. Finalement, pour les logements inadaptés, le Québec interpelle le gouvernement québécois parce que le budget provincial va sortir dans les prochaines semaines. On demande à remettre les subventions pour l'adaptation de logements en place. Ces adaptations-là, donc, on n'a plus d'acceptation au niveau d'adaptation, oui, de domicile depuis avril 2025. Ils demandent sont en cours de reprise. Pour celles qui avaient déjà été acceptées, on est donc en cours de reprise à partir depuis donc novembre 2025. Par contre, on demande évidemment à reconsidérer les nouvelles demandes parce qu'évidemment, il y a des personnes qui, sans adaptation de domicile, ont beaucoup de problèmes à rester à la maison de façon sécuritaire. Finalement, je vous emmène à Bourg, en France, où les citoyens en situation de handicap ont confronté le maire et les opposants. Il va y avoir des élections en France au niveau des mairies. Ils ont fait faire des parcours adaptés aux personnes qui sont candidates à la mairie pour leur montrer à quel point c'était difficile pour les personnes en situation de handicap de se promener en ville, entre autres, oui, par manque d'accessibilité des bâtiments, mais également parce que lorsque les bâtiments sont accessibles physiquement pour des personnes, par exemple en fauteuil roulant, on oublie également les autres types d'handicap. Donc, c'était une façon de sensibiliser nos élus et les personnes qui vont se porter candidates à parier davantage d'accessibilité universelle dans le cadre de leur campagne, et je lance l'idée qu'on fasse la même chose au Québec avec les élections qui s'en viennent, d'emmener nos élus faire un petit tour de la ville de Montréal, les yeux bandés ou en fauteuil roulant, particulièrement en hiver, après une tempête. Je vous dis que peut-être que ça pourrait changer la vision de certaines personnes par rapport au handicap et par rapport à l'inclusivité de la ville qui n'est malheureusement pas si inclusive que ça. Et en France, toujours, on a donc des outils maintenant qui sont proposés, une boîte à outils qui est proposée pour les professionnels et travailleurs des services sociaux et médico-sociaux pour la dentisterie de personnes vieillissantes, donc des personnes âgées. À quelques chiffres on a 67% des résidents d'EHPAD, donc de maisons pour personnes âgées, qui présentent une inflammation gingivale, 40% qui ont besoin de détartrage, 14% qui ont besoin de soins dentaires d'urgence, et à cause des ressources qui sont limitées,
Malheureusement, les soins dentaires ne sont pas couverts dans ces établissements-là. On fait un strict minimum au niveau de l'hygiène et ça cause des problèmes aux personnes âgées, évidemment, qui se retrouvent avec des problèmes dentaires qui sont douloureux et qui finissent par coûter très cher alors qu'ils n'ont pas les moyens nécessairement d'aller voir un dentiste lorsque c'est nécessaire. Donc, ça finit par amplifier un problème et on veut sensibiliser au niveau de la France aux problèmes bucco-dentaires des personnes âgées qu'on oublie trop souvent hein, parce qu'on est porté vers les soins d'urgence ou faire des soins minimums hein, étant donné qu'on n'a pas nécessairement les ressources dont on aurait besoin. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que j'imagine qu'on pourrait voir au Québec si on faisait les mêmes études. J'imagine que les soins bucco-dentaires au Québec dans nos résidences de personnes âgées ne sont pas au top non plus. Il faudrait en reparler avec des personnes qui ont fait des recherches plus étendues là, sur la question, mais je ne serais pas surprise qu'on ait énormément de problèmes bucco-dentaires chez les personnes âgées, particulièrement les personnes âgées dans des résidences. Donc, c'est tout pour la revue de presse. Je vous remercie d'avoir été avec nous encore cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine.